développement de l'islam et l'apparition de chefs charismatiques qui, nés dans les années 1850, entre-temps avaient acquis une notoriété, une capacité de persuasion, un engagement au service de la cause qu'ils défendaient qui dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Le cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu l'agrée et l'accueille en son paradis, appartenait à cette catégorie. C'est la raison pour laquelle on lui a fait donc un procès, n'est-ce pas, qui était un procès préfabriqué, dont l'objectif était coûte que coûte de le condamner et de l'éloigner du Sénégal. Et dans le même accusation, on disait également que ces talibés, il fallait les disperser, leur imposer l'obligation de retourner dans leur village respectif, de n'en pas sortir, si ce n'est sur autorisation de l'administration coloniale, c'est-à-dire d'assigner en résidence surveillée l'ensemble de ces talibés. Donc de transformer le Sénégal en un vaste camp de concentration, puisque chaque talibé de Cheikh Ahmadou Bamba était censé ne pouvoir se déplacer que c'est là l'autorisation de l'autorité coloniale. N'est-ce pas? Et quand ils l'ont fait, eh bien ça a été un échec retentissant. Parce que malgré son éloignement, les cœurs des Sénégalais ne cessaient de battre en faveur de cet homme de Dieu, qui était un homme de paix, qui n'a jamais voulu faire du mal à qui que ce soit, et dont le seul but était de se conformer aux enseignements du prophète, à la sunna qu'il a prescrite, et de suivre à la lettre les prescriptions qui sont contenues dans le Saint-Coran. Mais quelqu'un qui ne pouvait jamais accepter qu'une autorité autre que celle de Dieu puisse s'exercer sur sa personne, sur sa mentalité et sur sa conscience, cela maintenant pour le système colonial était la faute la plus grave. Parce que ce que le système colonial veut, c'est des gens qui sont soumis à son autorité, qui sont soumis à ses idées, parce qu'il veut dominer les gens au plan des idées, des concepts, des symboles, des valeurs et des références. Et quand dans ces domaines-là, d'autres l'ont devancé et ont occupé ces créneaux, il estime qu'en ce moment-là, sa mission est une mission d'échec total. Merci la régie. Merci la régie de nous avoir présenté cet élément du professeur Iba Der Thiam. Alors, à entendre parler le professeur, on sent qu'en fait, c'est comme si le pouvoir colonial était surpris, parce qu'il n'avait pas intégré la donne chez Ahmadou Bamba dans sa politique de domination. Alors donc, Mansour, comment est-ce que vous pouvez analyser cette partie Dans la mesure où, vous savez, le pouvoir colonial, au plus fort de sa domination, ne pouvait pas prévoir, parce qu'en réalité, là où il y a eu problème pour eux, le cheikh était cette sorte d'empêcheur de tourner en rond, puisqu'ils ont eu l'habitude dans les relations d'avoir une domination totale au point que personne ne pouvait plus lever le petit doigt. Ça, c'est la première, c'est la constante qu'il y avait en tout lieu là où il venait s'imposer. Alors la réalité, le cheikh, quand il est venu, c'est une chose à laquelle il ne pouvait pas s'attendre, parce que dans leur conception, il n'y avait de force d'opposition que sur le plan vraiment des armes, c'est ce qu'ils attendaient. Et puisque la guerre par les armes, l'utilisation des armes, la force qu'ils avaient utilisée est venue à bout de toutes les résistances, ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un puisse encore se réveiller et constituer, même si ce n'est pas un résistant, c'était un obstacle qui était devant eux. Alors cet obstacle était tel que, finalement, eux, pensant qu'ils avaient pu atteindre leurs objectifs, ils ont remarqué que l'engouement qui naissait chez les disciples est cette donne qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Parce que par la force et en se montrant farouche à tous les niveaux, en imposant ce régime de peur, en imposant cette force, ils pensaient pouvoir annihiler toute volonté de la part des populations. Mais c'était sans compter, n'est-ce pas, la donne de la foi. Et le cheikh, quand il est venu, ils disent dans un de leurs rapports que depuis, après son retour, quand il est venu s'installer au Jolof, il y a un rapport de M. Merlin qui dit que la situation d'Ahmadou Bamba a encore grandi depuis son arrivée dans le Jolof. Il n'est pas jusqu'au Kadior qui n'ait cru devoir aller jusqu'au Bourba, dit-il. Il n'y a aucun Bourba qui n'ait cru devoir aller lui faire sa soumission. Aussi, les 5000 talibés qu'il compte dans le Ndiambour, ceux très nombreux qu'il compte dans le Kadior, semblent croire que les temps sont proches.
Donc, dans tous mais les temps sont proches, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, quoi. très bien. Il ne pouvait pas penser que ce va-et-vient incessant, ce mouvement ininterrompu, il n'avait qu'un seul soubassement, c'est la foi et la foi seule. Il pensait qu'ils étaient en train, parce que dans un autre rapport, il dit que il faut éviter le reproche que nous avait fait Faidherbe, celui d'avoir une trop grande tolérance envers cet homme. Parce que c'est dans le rapport avec Mamadou Lamine Dramé, c'est le reproche que Faidherbe leur avait fait. C'est ce qui a un peu accéléré le processus. Il pensait donc qu'il fallait le capturer pour empêcher de laisser cette situation qui était en train de couver et à laquelle ils ne s'attendaient pas, pensant que la seule référence pouvait être ce climat de peur qu'ils avaient instauré, mais c'est une peur qui, évidemment, était inopérante devant la foi. Oui, alors, mais c'est vrai que c'est quand même un peu... ça peut être tolérable, hein, parce que de toute façon, imaginez un pouvoir colonial qui a toujours su dominer et qui, d'un seul coup, se voit un peu devant la contrainte et l'arsenal et qui se voit contraint de faire face à un homme, c'est quand même inquiétant. Hein. Et maintenant, la question, il y a quand même une action controversée qui se pose entre l'approche purement temporelle de la chose que nous avons évoquée, un pouvoir colonial qui fait face à un homme qui est taxé de résistant avec des gens qui se seraient joints à lui. Et à côté, Seigne Diouf qui nous parlait d'un homme qui avait été investi d'une mission. C'est vrai que le pouvoir colonial, c'était un peu difficile pour le pouvoir colonial de pouvoir faire la part des choses entre les deux. Seigne Diouf. C'est ça, et c'est aussi important parce que Cheikh Ahmadou Bamba était investi d'une mission divine en tant qu'héritier du prophète, mais aussi réhabilitateur de l'islam du 14e centenaire. Donc, toutes ces épreuves-là, bien qu'il y a cette phase temporelle, mais il y a aussi quelque chose qui est complètement divin. C'est-à-dire que ça a coïncidé avec la décision du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le prophète Mohammed lui-même qui avait choisi d'investir Khadim Rassoul de cette mission. C'est pas Cheikh Ahmadou Bamba qui est allé chercher ce grade, mais il a précisé en disant que Rama Rasulullah min Ilahi. Donc c'est le prophète qui est allé dire à son Seigneur que je veux que cet homme soit mon serviteur. Rama Rasulullah min Ilahi, Kauni Khadim wa Abdillah. Et il a dit que Dieu a accepté en m'investissant de cette mission comme serviteur du prophète. Samaitani Khatahan bihabdikal Khadim. Toi, mon Seigneur, tu m'as investi comme ton esclave, mais aussi comme serviteur du prophète. Donc là aussi, c'est une autre phase et c'est la plus importante. Parce que, Hassan, il faut aussi retenir que tout homme de Dieu a toujours un adversaire devant lui. Depuis le prophète, il faut toujours quelqu'un, un ennemi à partir duquel tu vas passer pour accomplir ta mission en au-delà. Si tu prends tous les premiers prophètes, de Ibrahim à Moussa, en passant par Jésus jusqu'à Mohammed, chaque homme de Dieu a un ennemi devant lui. Cet ennemi-là, ce n'est pas important. Donc moi, je peux dire, même s'il y a cette phase temporelle, mais le véritable instigateur de tout ça, c'est le Seigneur. Parce que chez Ahmadou Bamba devait obtenir quelque chose et il ne pouvait pas l'obtenir sans cette mission, sans cette difficulté, sans ces épreuves-là. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important et le Cheikh lui-même l'a dit dans ses écrits en disant que c'est par sa volonté de faire de moi l'intercesseur des miens qu'Allah a mis cette haine dans le cœur de mes ennemis. Et c'est ce qui les a poussés à faire des machinations pour m'éprouver, pour m'éliminer, mais pour aussi m'exiler. Mais c'est à partir de ces difficultés-là que je vais obtenir tout ce que je désirais auprès de mon Seigneur. Là aussi, c'est une autre phase. Et il y a un des sermons de Cheikh Abdoulaye Mbacké dans lequel il a vraiment fait beaucoup de précisions sur ce contrat-là que Cheikh Ahmadou Bamba avait signé ici à Darou Khoudoss, dans cette mosquée-là, en 1895, au Ramadan 1313. Et qui a fait juste après la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la Korité, le Cheikh Ahmadou Bamba a quitté Touba, comme Seigne Mansour l'a dit, pour aller s'installer au Djolof. Et il avait même dit aux membres de sa famille et à ses proches que je prépare une très grande mission. Certains pensaient que le Cheikh voulait aller à la Mecque. Il a bien précisé, quand tu vas dans l'ouvrage de Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, le Cheikh leur avait dit que ce n'est pas une mission pareille. C'est une mission lointaine, oui, mais pleine d'importance et de bienfaits. Donc, je suis prêt, et il a réparti les tâches entre tous les grands dignitaires mûrs qui étaient là. Il est parti s'installer au Djolof pour attendre maintenant le décret divin pour partir. Là aussi, c'est une phase qu'on ne peut pas négliger dans la mission de l'homme. Parce que l'homme, en tant qu'héritier du prophète,
en tant que réhabilitateur de l'islam, doit prouver son grade. Ce n'était pas quelque chose qu'il devait obtenir gratuitement, parce que Dieu ne fait pas la promotion à un homme tant qu'il ne l'a pas éprouvé. Là aussi, je pense que c'est un aspect extrêmement important qu'on ne peut pas négliger dans cette confrontation entre Cheikh Ahmadou Bamba et le pouvoir colonial. Et c'est surtout ça qui fait un peu la particularité de cette mission. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de prononcer un mot, c'est-à-dire disproportion. C'est un mot qui me vient comme ça parce que simplement, depuis lors, on parle de pouvoir colonial et on parle d'un homme. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un pouvoir colonial avec l'arsenal qu'il faut en face d'une armée, d'un pays, etc. Alors, pourtant, selon ce que vous avez expliqué, alors le pouvoir colonial avait bien écrit dans les rapports préliminaires que le cheikh avait ou pouvait bénéficier de l'appui des populations. Alors pourquoi ne s'est-il pas agi maintenant du pouvoir colonial et de Cheikh Ahmadou Bamba et sa colonie? Pourquoi le pouvoir colonial et Cheikh Ahmadou Bamba? Pourquoi cette singularité? Merci. Et ce que vous dites, vous voyez ce qui est cocasse dans cette histoire, parce que le colonisateur a eu à vivre cette expérience de cette disproportion. Je donne un exemple historique qui peut être éloigné de ce que nous venons de dire. C'est 3 ans après 1895, en 1898, lors des rivalités coloniales, la France a eu maille à partir avec les Anglais à Fashoda. Et à Fashoda, c'était une expédition anglaise contre une expédition française. Et ce jour-là, avec le nombre infime qu'il y avait de Français, l'attitude qu'ils ont eue, c'est de battre en retraite. Et dans tous les documents historiques, on parle de la reculade française ce jour. Donc, si une armée peut reculer devant une autre armée, vu le nombre, vous voyez ce que ça doit faire dans l'esprit de quelqu'un qui est devant un seul homme. Ce que Pape Hassan vient d'évoquer, c'est ce qu'on peut appeler la partie visible de l'iceberg. Ce sont les contingences, c'est l'aspect temporel. Mais en réalité, il y a une transcendance qui, tant qu'elle n'est pas convoquée, il y a un éclaircissement qui ne peut pas se faire dans le cas de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que, ne serait-ce que dans la convocation qu'il a reçue, il y a eu un effort manifeste de gens tapis dans l'ombre pour que le cheikh ne reçoive pas ces convocations. Aucune d'elles n'est arrivée à bon port parce qu'il y avait entre des mains sombres qui étaient là, parce qu'il voulait coûte que coûte que le cheikh soit attaqué. C'est pourquoi, quand le vénéré Mame Thierno est venu auprès de l'administrateur, il lui a dit qu'il n'a jamais reçu de convocation l'appelant. Et il lui répond, est-ce que si je le convoque, est-ce qu'il viendra? Il dit oui, c'est sûr qu'il viendra. Et c'est là, ce qu'il explique, c'est simplement ce que le cheikh, ce qui avait été dit au cheikh, et là nous tombons dans le cadre transcendant, vraiment de ce qui est la réalité de sa mission, c'est qu'il avait ce que Serigne Saliou Mbacké disait dans un de ses sermons, il avait un objectif en grade et en station spirituelle qu'il voulait glaner auprès de son Seigneur. Et pour cela, il y avait un prix à payer et personne ne peut étreiner cette distinction importante sans payer le prix, parce que l'islam n'accorde aucune promotion à qui que ce soit sans l'avoir éprouvé, sans qu'il ait payé le prix. Alors dans le cas du cheikh, donc, il y a une transcendance qui est telle que si on ne la convoque pas, on ne peut pas comprendre. Le cheikh fait fausse route dans tous ses comportements, ne serait-ce que dans la convocation. Quand ils sont venus le trouver à Djewol pour venir le prendre, ils sont venus d'art parce que les choses ont tellement traîné, on a fait tellement traîner les choses. Entre-temps, il y a eu l'évocation de Mame Abdoulou qui devait conduire le cheikh, qui s'est éclipsé, qu'il a mis en rapport avec un peul. Ensuite, il a soufflé à l'oreille du peul, il ne connaît pas le chemin. Après quelques minutes de marche, il peut disparaître, il ne pourra plus se retrouver. Pour retarder simplement la marche du cheikh. Et toutes ces tractations qui ont été faites, le vénéré Mame Thierno n'a fait autre chose que, et voyez l'aspect transcendant, il n'a fait que monter sur le cheval et laisser le cheval partir. Et le cheval l'a mené à bon port jusqu'au cheikh. Mais quand ils sont venus, ce qui est extraordinaire, au lieu de le voir quelqu'un qui est en retard, lui, ils l'ont trouvé déjà prêt, prenant ses affaires. Quand Mame Thierno lui racontait son chemin, il n'a même pas voulu l'attendre. Il lui dit, je suis prêt, je dois partir. Et quand ils sont arrivés à Djewol, le propos du colonisateur, l'objectif que leur avait dit, c'est de venir le cueillir, n'est-ce pas? Comme dans le langage policier, le cueillir et l'amener. Mais quand ils sont venus, le cheikh
C'est là que la transcendance est manifeste. Il a déclaré, il a fait un niet catégorique leur disant que je vais passer la nuit ici. Toute l'expédition. Évidemment, on dit que de façon transcendante, quand il a commencé à prier, quand il a dit le takbir, ils se sont endormis jusqu'au lendemain. Ça, c'est vraiment le côté prodigieux de la chose. Et le cheikh a refusé. Vous voyez pourquoi je dis qu'il y a une volonté divine qui est là derrière lui. Et c'est ça qui rythme sa marche. À Djewol, le cheikh perturbe l'esprit de tout le monde parce qu'il fait toujours fausse route par rapport à ce qu'on attend. À Djewol, on veut l'amener de force, il refuse et il passe la nuit. Le lendemain, quand il se rend à Koki, il est sur une jument tellement rapide, il cavale d'une manière très extraordinaire et il se retourne vers ses poursuivants pour leur dire comment vous pouvez traîner en route. Votre chef vous envoie en route et vous êtes en train de traîner. Et il était prêt, donc lui, autant il ne voulait pas aller la veille, le lendemain, il est pressé d'arriver à Koki. Donc, vous voyez que ça veut dire que ce qui le fait bouger, c'est autre chose. Ce qui le fait courir, c'est autre chose. Mais ça veut dire que c'est très, très, très complexe. Et je pense que d'une certaine manière, le pouvoir colonial ne pouvait pas du tout comprendre cette approche. Du tout. Vous allez cueillir une personne qui a été taxée de tous les maux, et cette même personne vous dit je vous attends, je suis prêt, je dois y aller. Au moment d'y aller, il vous dit non, c'est pas tout de suite, j'attends l'ordre divin. Et après le lendemain, il vous dit vous êtes en retard derrière moi, faites vite. C'est quand même un peu controversé. Alors, le 5 septembre, le pouvoir colonial convoque Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis. Saint-Louis qui représentait la capitale de l'AOF, et à Saint-Louis, justement, un conseil spécial durant lequel sont traitées les questions les plus sensibles de la colonie. Et ce jour-là, Cheikh Ahmadou Bamba devait faire face à une autorité. Nous avons voulu comprendre comment, dans quel ordre, pourquoi ce conseil avait-il été convoqué par une république qui était celle française. Et nous avons discuté avec un chercheur, un spécialiste de la géophysique, mais aussi spécialiste de la géographie sur le mouridisme et l'islam, qui est responsable moral de Hizb ut-Tarqiyyah, Serigne Atou Diagne, la régie. Apparemment, il y a un problème de son à la régie. Nous pouvons reprendre le temps que vous puissiez vous organiser pour nous remettre l'élément. Si vous êtes prêts, vous nous faites signe. Mais là, je vais juste reprendre la question qui avait été évoquée tantôt sur la nature de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. On a l'impression qu'en fait, c'est deux champs parallèles, mais quand même qui se jouent dans un terrain commun. Un champ purement mondain du pouvoir colonial qui gère ses intérêts, et un homme de l'autre côté qui a une mission. Alors, comment est-ce qu'on pouvait expliquer la cohabitation de ces deux champs parallèles, mais dans un même grenier? Comment pouvons-nous expliquer cette chose? Comment est-ce que ça a été possible? Face à la mission de son maître spirituel, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quand il a été investi d'une mission du Seigneur, les Quraysh soupçonnaient qu'il avait aussi un désir d'être le roi, d'être un dirigeant, d'être riche. Ils sont même allés jusqu'à lui proposer de l'argent, de lui proposer pour être leur chef et d'abandonner cette mission, son message, mais lui, il a catégoriquement refusé. C'est la même chose qui s'est reproduite avec son serviteur Khadim Rassoul. Et ce qui a plus perturbé le pouvoir colonial Hassan, comme Seigneur Mansour l'a dit, tu sais que le clerc, quand il a quitté avec ses troupes, il s'est arrêté à Géoul, Goumba-Géoul, pour attendre le ralliement d'autres troupes du Sénégal pour amplifier et pour élargir sa base. Avec des centaines de soldats bien armés, mais c'était terrible quand il a rencontré un seul homme avec sa plume. Oui, mais alors pourquoi cette préparation avec toute cette armada si on sait que c'est une personne qu'on devait rencontrer Parce que quand tu retournes dans les rapports, tu vas voir quelque part où les chefs locaux ont dit qu'ils ont vu des chevaux et des ânes chargés d'armes entrer dans les demeures de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça se trouve dans les rapports. Donc eux, ils pensaient que l'homme en venant
va aussi se battre avec eux parce qu'il s'est déjà équipé. Et bien sûr, je l'avais déjà dit, que les anciens guerriers de Lat Dior étaient avec lui. Et pourtant, ces anciens guerriers-là, lorsqu'ils étaient venus, tu sais qu'est-ce que le cheikh leur a dit? Les fusils que vous avez là, la manche, il faut l'utiliser pour cultiver. Et le fer, vous transformez ça en un objet important qui va vous aider dans vos champs. Mais déposez-moi ces armes-là. Voilà ce que le cheikh Ahmadou Bamba avait dit à ces anciens guerriers de Lat Dior qui étaient venus se ranger derrière lui. Mais le pouvoir colonial ne pouvait pas comprendre. Il pensait que ces gens-là vont aussi se battre derrière cet homme-là qui était le seul espoir devant eux. C'est pourquoi ils étaient tellement préparés. Mais malheureusement pour eux, leur première défaite a été d'avoir rencontré un seul homme qui disait « Jihadiya bil aqlami ». Je fais mon djihad par ma plume. Je me bats par la plume. Je n'ai pas besoin d'armes. Et je l'ai dit dans certains de mes articles, je l'appelle en anglais « The Apostle of Non-Violence ». Partout dans le monde, on nous parle des non-violents. Mais ces non-violents-là étaient stratégiques. C'était des stratégies. Mais chez Ahmadou Bamba, sa non-violence est divine. Et c'est pourquoi un certain chercheur américain qui s'appelle Michel Kimball, il l'appelle « the peacemaker of the 20th century ». C'est-à-dire, c'est le véritable pacifiste que l'humanité n'a jamais connu chez Ahmadou Bamba. Un faiseur de paix. Le faiseur de paix. Donc, s'il voulait, et même à Koki avant de partir, mais les anciens lui avaient demandé de se battre jusqu'à leur dernière énergie pour l'empêcher de partir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Cette bravoure-là, il faut la garder. Je vais aller seul, faire le travail seul, je vais revenir. Et tout ce que je vais obtenir comme butin, comme récompense, je vais partager ça avec vous. Et c'est quoi la récompense? Mais quand on parle d'expédition, on parle de butin, c'est comme s'il y a une confrontation physique, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait assimiler à un butin pour le retour du chien? Ok, le butin, c'est aussi quelque chose qui est divin. Parce que je l'ai dit, chez Ahmadou Bamba était celui qui devait continuer la mission de son maître, le prophète. Et continuer la mission du prophète, c'est simplement être le sauveur des âmes. Sauveur ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et c'était ça sa mission. Quand il dit que j'ai l'intention de réhabiliter le chemin qu'avait suivi le prophète, mais ce n'est pas par les armes, mais c'est par la transformation spirituelle de ces gens-là qui étaient avec lui. C'est la première chose. La deuxième chose, le butin c'était quoi? De faire de telle sorte que Dieu le Seigneur, qui détient tous les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà, lui en procure suffisamment pour pouvoir être l'intercesseur de ces gens-là qui n'avaient plus d'espoir et qui étaient derrière lui. Et donc le cheikh Serigne Fallou Mbacké dit dans certains de ses sermons que même si le pouvoir colonial français n'était pas là, Cheikh Ahmadou Bamba aurait parti seul en exil. Defne Siwadem, c'est ce qu'il a dit en Wolof. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est à travers cet exil, à travers ces épreuves qu'il doit endurer pour être vraiment le sauveur de ces gens-là qui étaient derrière lui. Donc le but en fait c'est une récompense et un salut d'ici bas et dans l'au-delà. Donc un faiseur de paix, comme vous l'avez dit, Oui. Quelqu'un qui procure la paix intérieure par un ressourcement dans les valeurs islamiques pour donner une personnalité, comme vous l'avez dit, musulmane correcte. Alors, il y a une question qui doit être reposée le 5 septembre. Alors, aujourd'hui, on dit le conseil privé. Et dans le rapport, on nous parle de délibération. Alors, c'est un tribunal, un procès. De quoi s'agissait-il? Donc, pourquoi aujourd'hui nous retrouvons dans le rapport des mots qui ont un caractère, j'allais dire, judiciaire, si aujourd'hui on se focalise sur le fait que c'est un homme convoqué devant des personnes qui ont parlé et qui ont décidé? Très juste, Hassan. Vous voyez, le conseil privé, c'était une manière de donner une forme à la décision qu'ils avaient déjà anticipée eux-mêmes. Parce que quand on lit le rapport sur lequel on va s'appuyer pour l'accusation, on voit que même la proposition d'aller au Gabon a été déjà proposée par M. Merlin dans son rapport. Donc on a voulu mettre en forme, on a voulu simuler pour montrer que c'est un jugement équitable qui va être fait, mais en tout lieu, en tout point de vue, le jugement n'a pas... Parce que les choses ont été prédéfinies dès le départ, parce que ce qui gênait, je disais tantôt que le cheikh brouille toujours les pistes.
Le colon, ce qu'il ne peut pas concevoir, en analysant, on comprend, vous dites tout de suite que c'est compréhensible, on peut comprendre. Vous avez raison, Hassan, parce que c'est une situation, c'est un scénario auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Et ils ne pouvaient pas se vider de leur substance en analysant le cheikh. Eux qui ont quitté leur Europe natale, qui sont venus s'installer, qui sont venus conquérir, mais quand ils voient un autre regrouper des gens, ils ne pouvaient pas imaginer que c'est dans d'autres desseins que la foi et la foi seule. Ils pensaient qu'ils étaient dans les desseins d'intérêt matériel et d'intérêt mondain. Et c'est ça qui fait que le cheikh gêne leur présence. Ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un puisse avoir des gens sous sa coupole et puisse professer autre chose. Et c'est pourquoi ils ont dit que, même dans le rapport d'accusation qui a été proposé, ils ont déjà proposé de l'amener au Gabon, où, disent-ils, où ces prédications, n'est-ce pas, ne pourront plus avoir raison, ne pourront plus se faire, parce que nous avons choisi un lieu qui aura une infortune religieuse caractérisée. Un lieu où la religion, n'est-ce pas, tout peut être évoqué sauf la religion. Et le choix du Gabon est un choix bien fait, parce que ils pensaient qu'en l'éloignant en bon toubab, ils ont pensé que certainement, loin des yeux, loin du cœur, quand le cheikh sera loin de leurs yeux, il sera loin de leur cœur, et ils seront surpris de voir que rien n'a changé à son retour. Et ils ont choisi le Gabon parce que le Gabon était une zone d'infortune religieuse. La preuve, quand le cheikh priait, il y avait des gens pour rire devant ses génuflexions. Ils ne pouvaient pas comprendre ses gestes. Le cheikh était seul, affreusement seul, au point que même quand il pouvait prendre des témoins, il ne pouvait s'adresser qu'à la mer. Aya Bahru Wahid la Tuthalis Farabuna. Il parle à l'océan, lui disant ne sois pas trinitaire comme les autres, professe l'unité de Dieu. Donc, pour toutes ces raisons, c'est simplement sa personne qui gênait, parce qu'il savait que c'était lui le point de mire, c'était lui qui était là de foudroyer tous les cœurs, c'était lui qui faisait cet effet d'entraînement. La seule solution, c'était de l'éloigner, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont éloigné. Alors l'histoire retient un événement heureux ce jour-là, ce sont les 2 rakats qu'il a priés, parce que l'islam, dans son essence, ne fait l'anniversaire, ne fait revivre que des événements heureux, parce qu'à Saint-Louis est un lieu tristement célèbre dans l'itinéraire du cheikh, parce que c'est là qu'il a reçu le plus d'exactions. Il dirait qu'il y a des choses que j'ai subies, je ne les évoquerai jamais par courtoisie à l'endroit de mon serviteur. Et c'est à Saint-Louis, quand il est arrivé dans le bureau du gouverneur, l'événement, l'anecdote, c'est l'aspect anecdotique surtout, parce qu'il est venu dans le bureau du gouverneur, il a prié au moment où il s'y attendait le moins, mais il faut voir tout le symbolisme qu'il y a avec cet homme seul, sans armes, devant tout un conseil privé qui ose proclamer l'unicité de Dieu, qui ose prier 2 rakats dans un lieu où ils pensaient qu'ils avaient fini de mettre les dénominations. C'était ça le symbolisme. Mais justement, M. Mansour, parlant de symbolisme, cela me fait penser à cet élément que nous n'avons pas encore suivi, que nous avons eu, en tout cas l'honneur de voir avec Seyatou Diagne, qui nous disait qu'en fait, il fallait voir derrière l'acte la représentation de toute l'islam, la défense de toutes les couleurs, la défense même de ceux qu'on appelait aristocrates, qui avaient été présentés par le pouvoir colonial comme étant des faiseurs de troubles, et qui avaient été mis en relation avec les chefs religieux comme pour semer la zizanie, alors que dans le fond, c'était aussi des gens qui étaient préparés en tout cas à défendre leur couleur, et que pour lui, c'était moins les 2 rakats, mais c'était ce que contenaient les 2 rakats en sens et en défense des couleurs de l'islam. Sendiouf, symbole pour symbole, derrière les 2 rakats, il y a une réponse, il y a une préméditation. Vous l'avez dit tout à l'heure, Merlin Leclerc qui avait écrit en disant « Nous recommandons ». Mais de la même façon, je pense qu'il y a une préméditation du côté du cheikh qui savait où il allait. Donc, symbole pour symbole, comment vous analysez-vous cette session, 5 septembre? Effectivement, ça, c'est Hassan, parce que toujours avant d'arriver même à Saint-Louis, il y a des preuves qui montrent que Cheikh Ahmadou Bamba savait clairement qu'est-ce qui va se passer. Il a commencé à Djewal, je pense, Asma al-Badrin, en parlant en chantant l'éloge de ces vaillants combattants de Bède. Ce qui n'est pas gratuit, parce qu'il veut simplement montrer qu'il s'est inscrit
dans cette même ligne de défense de l'islam que ses anciens compagnons du prophète. Et même le vendredi qui précède son départ, avant de quitter Mbacké Bari, parce qu'il a quitté Mbacké Bari le samedi, mais le vendredi à 17h, c'est-à-dire à la prière de Takussan Wolof, le cheikh a écrit un poème qui s'articule autour du verset coranique Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et tout au début, il a dit que Hamid Touman yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar. Donc cet homme-là qui dit tout ça savait exactement qu'il était le seul défenseur de l'islam qui restait à cette époque-là. Donc cette prière, il l'a fait pour montrer que je suis là en tant que porte-étendard de l'islam, je le défends. Shahidtu anna Allah rabbul khalqi wa anna Ahmad rasulul haqi. Voulant montrer qu'il ne reconnaît aucune autorité à part celle de son Seigneur. Donc c'est ça le symbolisme de cette prière-là. Mais je veux venir sur le conseil privé. Parce que le pouvoir colonial avait deux conseils, ce qui est important. Peut-être on parle toujours du conseil privé, mais il y a ce qu'on appelait le conseil général. Ouais. Le conseil général dans lequel siégeaient des chefs africains, même des citoyens sénégalais, ils étaient chargés de juger certains cas qui n'étaient pas tellement difficiles. Mais le conseil privé, le pouvoir colonial l'avait instauré pour juger ce qu'on appelle les récidivistes, les cas graves. Donc ils avaient déjà classifié pourtant ce pacificateur dans les cas graves. Et pourquoi? Et je ne sais pas. Je l'ai dit dans ce document-là, je dis what was he guilty of? Mais quel était son tort? Quel était son tort? Personne ne peut répondre. Parce que même le rapport de Merlin, qu'est-ce qu'il dit? On pense que, on soupçonne que, les gens disent que. Mais aucune preuve n'est citée dans ce rapport-là. On suppose, on pense, les gens disent que. Comment peut-on condamner un homme sur de simples suppositions? Les gens disent que. Mais aucune preuve. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas ça qui est important. Mais je vous coupe pas, j'ai entendu le Seigneur Toudane dire que si c'est un convoqué devant un tribunal exceptionnel, c'est quelqu'un en tout cas qui a été condamné sans pour autant qu'il puisse faire appel à un avocat. Et c'est quelqu'un à qui on a dit vous avez fait, donc nous décidons. Et ceux qui ont décidé, ce n'est pas des juristes qui ont le cachet de juriste, mais c'est des administrateurs qui ont porté la robe de l'avocat, du juge, du procureur, etc. Et qui ont décidé. Donc, injustice. Injustice. C'est ça. Et là aussi, l'injustice est très large, Hassan. Parce que on ne sait pas de quoi le cheikh était fautif. Personne ne peut le dire entre eux. Sa réponse, jusqu'à présent, c'est, comme Seigneur Mansour l'a déjà mentionné, c'est la tradition orale simplement qui nous rapporte ce que le cheikh Ahmadou Bamba a répondu à ces gens-là. Mais eux, ils n'ont pas mentionné ce que le cheikh a dit. Ok? Autre aspect encore, sur les 10 présents du conseil privé, il y avait 7 intérimaires. Donc, les véritables chefs n'étaient même pas au Sénégal. On peut se demander la question, pourquoi Merlin et Leclerc ont, à la hâte, accusé l'homme, l'ont jugé et l'ont déporté avant même l'arrivée. Parce que Lamotte, qui était le gouverneur, était déjà affecté en Guyane. Chaudier, qui devait le remplacer, n'était pas encore venu. Donc, Mouté, qui avait présidé la séance, était intérimaire. Combien? 7 intérimaires sur 10 personnes qui ont siégé. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 personnes, Leclerc et Merlin, qui ont manigancé dans la hâte. Parce que les recherches m'ont permis de voir que pendant l'hivernage, les grands chefs coloniaux partaient en France parce qu'ils fuyaient les moustiques de la saison des pluies. Ils ne voulaient pas rester au Sénégal. Donc, avant le retour, les gens ont tout fait pour vraiment accuser cet homme-là et l'amener pour faire disparaître son message. Ce qui est encore une très grande injustice. Et je l'ai dit encore dans un article que je viens d'écrire ces jours-là. It was an unjust impeachment to get rid of the sole hope bearer of his people. C'est un procès injuste. Pourquoi? Pour se débarrasser du porteur d'espoir de son peuple. Il était le seul qui restait. Donc il faut se débarrasser de lui à tout prix. Et c'est ce que Merlin et Leclerc ont manigancé avant même les véritables chefs pour amener cet homme-là. Donc de toutes pièces créées, de toutes pièces organisées, il y a un pseudo-procès, il y a un jugement préétabli, il y a des rapports écrits par ceux-mêmes de la proposition, et ceux-là même vont organiser le conseil, et ceux-là même vont organiser la déportation. Alors aujourd'hui, si on revient sur le contexte, le prétexte
arranger le cheikh. C'est là que j'allais en venir, Hassan. Oui. Et je vais livrer une réflexion qui va peut-être dérouter plus d'un. Il faut dire il est heureux qu'il en soit ainsi. Parce que il faut se rappeler que le cheikh, en tout état de cause, en tout lieu, dans toutes ses actions, il y a une identité extraordinaire entre son itinéraire et l'itinéraire de celui qui est son maître. Si l'on prend l'exemple de la bataille de Badr, on sait qu'il y a beaucoup de circonstances qui pouvaient faire annuler la bataille. Pour beaucoup de raisons. Dans un cas comme dans l'autre, tout était fait pour que la bataille n'ait pas lieu. Mais c'est notre Seigneur qui, dans sa science et dans son caractère stratégique, a fait en sorte que la bataille ait lieu pour que l'infidélité soit à jamais convaincue que les signes de Dieu sont manifestes. De la même manière, pour ce qui est du cheikh, voyez tous ces événements qui coïncident, ces gens qui devaient être là et qui sont partis, ces intérimaires qui jugent, cette précipitation qu'il y a eu, c'est un peu heureux parce que c'est conforme à ce que le cheikh voulait, parce que lui était prêt à partir, il avait une envie, n'est-ce pas, incommensurable de s'engager dans cette mission. C'est quand même ça qui et rien, c'est pourquoi j'ai dit que impressionnant de voir quelqu'un dans tous ses actes, qui dit je veux y aller. Il brouille les pistes, parce que pour celui qui est un être qui ne voit que la partie visible de l'iceberg, c'est une chose qu'il ne comprend. C'est pourquoi je dis que même dans l'itinéraire, Hassan, pour avoir travaillé sur ce domaine, quand on parle des sagesses qui ont ponctué la marche, on se rend compte que c'est un itinéraire spirituel dans lequel le cheikh ne fait que se conformer à ce qu'on lui dit. On a commencé par lui dire, rappelle-toi lorsque les prophètes, rappelle-toi lorsque les infidèles machinèrent pour te capturer, pour t'exiler ou pour te tuer. C'est le même scénario qui va être avec le cheikh. Ensuite, on lui demande, n'est-ce pas, d'avoir un comportement qui est dicté. C'est pourquoi à Diawol, il refuse de partir. C'est pourquoi le lendemain, il est pressé de partir. Parce que tous ces actes sont corroborés, sont dictés par l'injonction que lui donne son Seigneur. Et la preuve, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Vénéché Abdullah enseigne que, parlant de Sarsara, que les gens ne fassent pas de confusion. La terre de Sarsara est une terre bénite, très juste, c'est une terre très pleine de notoriété pour avoir accueilli le cheikh, mais n'oubliez pas que ceux qui l'ont trouvé à Sarsara, on leur a effacé tous leurs péchés, mais le cheikh ajoute que ce n'est pas lié au charisme de Sarsara, mais c'est lié au charisme du cheikh lui-même. Depuis lors, toute personne qui le trouve en quelque lieu que ce soit est, n'est-ce pas, absous de tous ses péchés. C'est dire donc que dans la marche du cheikh, il y a quelque chose qui rythme ça. Et il y a même une sagesse qui lui est arrivée au moment d'entrer dans le train. Ça veut dire que tous ces pas, ces moindres gestes sont dictés par l'injonction de son Seigneur. C'est pourquoi il est difficile de comprendre sans pour autant convoquer l'aspect. Il est difficile de le suivre parce que l'aspect qui est transcendant et c'est ça qui c'est un homme complexe, investi d'une mission spéciale. Il y a dans le public quelqu'un qui veut prendre parole. Il s'appelle Monsieur Lo, qui est enseignant aussi chercheur. Il peut déjà se mettre en place le temps qu'on puisse aborder une question et qu'il puisse se mettre en place. Je termine, Hassan, voilà. Vous terminez, monsieur. Par rapport aux bénéfices que Pape Hassan a évoqué, la question c'était de savoir quel est ce bénéfice qu'ils vont tirer de cela. Le bénéfice qu'ils vont tirer, c'est d'abord que les contemporains, ceux qui viendront après le rappel à Dieu du prophète, puissent avoir le même bénéfice, puissent avoir la même chance que ceux qui sont des contemporains du prophète. Parce qu'on sait que dans la lignée des prophètes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le dernier maillon de la chaîne. Cela veut dire que la prophétie est close après lui. Mais les croyants, ceux qui croient en Dieu et au prophète Mohammed, vont continuer jusqu'au jour du jugement. Si la prophétie est close entre-temps, est-ce que ce ne sont pas des gens qui seront délaissés pour compte? Est-ce qu'ils n'auront pas moins de chances que ceux qui ont été les contemporains du prophète? Donc il fallait qu'il y ait un scénario, qu'il y ait une mise en scène de notre Seigneur pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse perpétuer ce message, pour que ceux qui sont venus avant
puissent avoir les mêmes chances que ceux qui viendront après. C'était ça donc le sens de la mission. Et pour cela, c'était une chose qui n'est pas donnée, mais c'était un prix à payer et le cheikh l'a payé et il a vraiment payé le prix jusqu'au bout. Mais payer le prix, mais dans la douleur, dans la souffrance, dans l'endurance. On le lui avait dit dans les termes du contrat. Et justement, ce qui est un peu spécial dans cette histoire, c'est que, en fait, il a été l'incarnation de cette sagesse du prophète, paix et salut sur lui, qui dit répondez au mal par le bien. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un à qui on fait du tort tout le long de son séjour terrestre et qui n'a jamais demandé à ce qu'il soit réparé. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de compagnie dans cette mission. Et c'est là où je rejoins Seigneur quand il dit que son seul avocat, mais c'était Dieu. Mais c'était l'avocat invisible. Et je donne la parole à Monsieur Lo. Oui. Merci Hassan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Je suis très heureux de participer à ce débat. Cela me rappelle ce que j'ai envie de dire, cela me rappelle le bon vieux temps. Je suis aujourd'hui en mesure de voir un peu le chemin parcouru. Que de chemin parcouru depuis lors. Et je suis aujourd'hui heureux de savoir que j'ai eu l'honneur et le privilège de participer à ce parcours. Quand je vois les résultats, je suis extrêmement comblé. Il faut en rendre grâce à Serigne Touba. Donc, je vais, moi, mettre l'accent un peu sur la lecture qu'on pourrait faire de cet événement historique qui s'est passé à Saint-Louis le 5 septembre 1895. Vous avez relaté un peu le contexte historique. Moi, je m'arrête sur l'événement. Les deux rakas, il s'agit en fait de deux rakas effectués par le cheikh dans le palais du gouverneur. Commencez par dire que quelqu'un qui était dans la situation de Serigne Touba, qui réunissait 4 caractéristiques, un homme de race noire. Tout le monde connaît le conflit qui existe entre la race blanche et la race noire depuis de toute l'histoire. Un prisonnier, quelqu'un qu'on a arrêté. Un colonisé et un homme seul. Donc quelqu'un qui remplit ces conditions et qui pense, dans ce contexte, sacrifier à une tradition, n'a pas peur de là où il va. Ça, c'est le premier constat, peut-être qu'il faut dégager. Le deuxième élément, le conseil privé, vous l'avez dit, est un temps fort dans l'étape de Saint-Louis. Parce qu'il faut le rappeler, certaines sources ont révélé qu'il s'agissait de 3 alternatives. On pouvait l'assassiner purement et simplement, on pouvait l'enfermer, on pouvait l'envoyer en exil. Finalement, ce fut cette troisième alternative qui va être choisie, l'exil. Et le motif pour lequel ce choix a été fait est contenu dans la sentence. L'éloigner du Sénégal jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée. Voilà pourquoi on a choisi l'exil. Un autre élément d'analyse, c'est le tribunal lui-même. Vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure. Quand on va dans la logique même du tribunal, dans la culture occidentale, il faut au moins 4 éléments dans un tribunal. Il faut l'accusateur. On parle de l'accusation. C'est le ministère public, l'avocat général, le procureur de la République. Deuxième élément, il faut le chef d'accusation, ce dont on vous accuse. Le troisième élément, c'est l'accusé lui-même. Et le quatrième élément, c'est la défense. 2 éléments importants n'ont pas été là. L'acte d'accusation. Qu'est-ce qu'on reproche à Serigne Touba? Personne ne peut répondre à cette question, vous venez de le dire. Ensuite, la défense. Donc un tribunal qui ne respecte pas lui-même sa propre règle ne peut être qu'unique. Le conseil privé du 5 septembre donc, est un tribunal unique, que l'histoire le retienne. Il n'y a pas eu de chef d'accusation précis. La défense du cheikh n'a pas été assurée. Et ce qu'il a dit n'a pas été consigné dans les greffes, dans les minutes du greffe. Alors maintenant,
et je vais en terminer par là, un petit commentaire qu'on pourrait faire de cet acte historique. C'est leur objectif, je le rappelle, c'était d'éloigner le cheikh jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée. Alors, quelle doit être notre attitude à nous autres, qui avons prêté serment d'allégeance à Serigne Touba? Moi, je ne pense pas qu'il doive s'agir de vouer une haine à l'occidental. Ce n'est pas cela. D'ailleurs, le cheikh a tracé la voie parce qu'il a pardonné. C'est ce qu'il a dit. Donc, il a pardonné. Puisqu'il a pardonné, nous n'avons pas à vouer de haine à quiconque. Donc, ne tournons pas le dos à l'école française. Ne tournons pas le dos à la culture occidentale. Essayons d'y puiser tout ce qui peut être positif. Parce que tout ce qui peut être positif appartient à l'islam. Et tout ce qui peut être, ce qui appartient à l'islam, c'est le cheikh qui en est le légataire, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il nous faut, par contre? Il nous faut être les preuves permanentes de l'échec cuisant du colonisateur. On va l'éloigner jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Mais tant que l'occidental se tournera vers le Sénégal, il entendra des khassaïd, il verra des minarets, il verra des mourides, des musulmans, son échec restera toujours cuisant. Mais attention, la mondialisation aussi est là. Si nous ne sommes pas suffisamment vigilants, il peut y avoir une faille. Tout le monde connaît l'impact des médias aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à le dire. Dans notre ville sainte, il y a des équipes de football aujourd'hui. Dans notre ville sainte, les jeunes s'habillent exactement selon le schéma montré à la télévision. Alors il faut remonter la garde. Sinon, le colon peut avoir l'illusion de dire vrai. Donc moi, c'est par là que je vais terminer. Ce que, pour moi, constitue notre credo, c'est de faire de telle sorte que le colon verra toujours que depuis 1895 jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours entre lui et Cheikh Ahmadou Bamba un échec cuisant. Oui. Mais voilà, donc c'est par là que je vais nous vous remercions. Je vais donc terminer par remercier Mourtala Sey de m'avoir invité à cette auguste assemblée, à ce débat extrêmement enrichissant. Je vous remercie de votre attention. Mais je vous remercie, Monsieur Lo, pour avoir fait cette brillante participation. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question, elle est bien posée. Le fond est clair. Alors, je pense qu'en ce moment, tel que se passent les choses, il n'y a aucun doute que l'héritage que Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué constitue aujourd'hui la preuve tangible dans le temps et durable de la victoire de l'islam dans sa valeur la plus paisible possible. Je voudrais qu'on termine 2 minutes chacun, parce que le temps qui nous a été attribué a déjà été dépassé, et nous allons passer à la version Wolof tout à l'heure, et une version anglaise nous attend. C'est simplement pour revenir sur 2 choses. Quand on parle de conseil privé, c'est comme si tout se résume au 5 septembre. Pourtant, il y a des choses qui se sont passées avant. Pourtant, il y a un jour qui a été déclaré, et ce n'est pas le 5 septembre. Le jour déclaré par le cheikh, mais je pense, motive toute cette accélération de son action pour aller vers l'objectif final. Et je voudrais bien qu'on revienne sur ces 2 questions. 2 minutes, s'il vous plaît, Mansour. Voilà, le cheikh n'a pas évoqué ce jour. S'il a évoqué un jour, c'est bien le jour où il pense avoir eu ce qu'il escomptait. Ce jour où la décision de son Seigneur est venue. Ce jour qu'il attendait tant. Ce jour qui est le prétexte pour lequel il pourra réussir ce qu'il veut. Parce que dans les termes du contrat qu'il avait signé avec le prophète, paix et salut sur lui, celui-ci lui avait dit qu'il y a un prix à payer. Et je fais la déclaration que dès le départ, il y a des gens qui ont tenté cette mission et qui malheureusement n'ont pas réussi. Donc, s'il y a un conseil que je te donne, c'est de bien avoir
en face ce qui t'attend comme épreuve. Le cheikh a fait montre d'une détermination sans faille, parce que la preuve pourquoi il choisit ce jour, la preuve est toujours dans la même lignée de ce que je disais. Le cheikh brouille les pistes. Là où on l'attend, il passe, n'est-ce pas, il fait une apparition au moment où on attend le point. Parce que si d'habitude, si ce qu'on voit d'habitude, c'est le jour qu'on choisit, c'est le jour où on est libéré. Le jour où, vraiment, après les épreuves, évidemment, il y a la délivrance, parce que le triptyque des épreuves, de la souffrance et de la libération, c'est ce triptyque qui est valable. Mais le cheikh, lui, il brouille les pistes, puisque lui, au lieu de choisir le jour où il a été libéré, ce jour de son retour, lui, il célèbre le jour de son départ. Parce qu'il était confiant que, dès l'instant qu'on lui a accepté cette mission, dès l'instant qu'on va lui faire subir ces épreuves, il était certain, n'est-ce pas, de vaincre, comme ce candidat qui prépare un examen et qui déjà prépare le pot qu'il va organiser, n'est-ce pas, après les examens, parce qu'il est certain de passer. Et donc, c'est quand même très évocateur cet exemple. Alors, manifestation, ce qu'avait dit un de nos interlocuteurs, je veux nommer Seyatou, qui nous disait ce matin que pour lui, le 5 septembre, pour lui, Djewol, pour lui, Gabon, pour lui, Mauritanie, pour lui, Tchéyen, Djourbel, c'est tous des manifestations, mais du ce pourquoi il s'est engagé, c'est-à-dire servir le prophète, paix et salut sur lui, à travers le Magal de Touba. C'est Ndiouf. Merci Hassan encore, mais c'est effectivement ça. Parce que la mission du Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire qu'il y avait un prix qu'il fallait remporter et tous les prétendants avaient échoué, sauf cet homme-là qui s'est présenté en disant au prophète lors du contrat que je ne peux pas garantir l'âme, mais tant que mon âme supportera la somme des épreuves, ma détermination l'endurera. Je vais aller jusqu'au bout et je ne reculerai pas. Donc, c'est ça l'importance de sa mission. Et dans ses écrits, j'ai vu le cheikh dire qu'il a enduré toutes les épreuves à Hassan, que les envoyés de Dieu réunis avaient supporté. Individuellement, lui, il a supporté globalement. Qad shubihat bima min rusli jara ila lazina kulum qad fajara. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, à la fin de la mission a été exceptionnelle, donc le prix à recevoir sera aussi exceptionnel. Pourquoi la mission a été encore exceptionnelle? Dans certains de ses écrits, tu vois en arabe le cheikh dire Farakhtuhu wahwa kah, ou bien parfois dire Farakhtuhu wahwa laj. Parfois les gens le lisent mais ils ne connaissent pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Kah, c'est-à-dire il y a 28 choses qui sont licites, que le croyant peut faire, mais dans son contrat, le cheikh avait renoncé à toutes ces choses-là pour vraiment se consacrer à son Seigneur. Donc la mission a été exceptionnelle, le prix a été exceptionnel, et la mission a été exceptionnelle d'autant plus que, comme Seigneur Mansour l'a dit, on vous dit, ok, les épreuves sont là, tu dis, ok, ce jour-là où j'ai commencé à endurer mes épreuves, c'est mon jour d'action de grâce. C'est quand même exceptionnel. Depuis l'existence de l'humanité, il a été le seul à faire cela. Exactement. Même les prophètes, les Ulul Asm, les plus grands prophètes, ont commencé leur action de reconnaissance après la fin des épreuves, sauf Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, qu'est-ce que cela représente? C'est un questionnement. C'est un questionnement que nous aurons l'occasion, l'opportunité d'aborder dans nos prochains débats. De toute façon, la richesse du contenu nous pousse à dire qu'il nous faudra de façon inévitable traiter de façon approfondie ces questions dans d'autres plateaux que nous allons organiser ensemble. La régie me dit que le plateau de tout à l'heure est prêt. Nous allons terminer avec c'est juste quelques minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Au nom de Dieu, le Père de miséricordieux, louange à Dieu, maître des mondes. Dès l'instant où on parle d'islam, l'acte de Cheikh Ahmadou Bamba et l'acte de l'administration coloniale ne peuvent plus concerner le Sénégal ou concerner l'Afrique seulement, mais concernent la totalité du monde musulman qui est là, croyant et c'est qui n'ont pas les mêmes conditions et qui n'en seraient pas là et qui œuvrent pour que
quand même détruire les croyances et les remplacer par autre chose. D'abord, sous quel angle donc situé le 5 septembre 1895. D'abord, je le dis immédiatement, un cortège d'enjeux se présente devant moi. Mais la première qui m'intéresse et à qui je vais donner la priorité, c'est les droits de l'homme et les libertés individuelles. Hassan, il faut qu'on replace un peu les choses dans leur contexte. Nous sommes en 1895 et un peu avant, maximum 25 ans, 20 ans, 15 ans, on se rappelle encore du décret historique du 30 septembre 1887. C'est un décret du gouverneur, nous disons de la Troisième République. Parce qu'il est bon de voir que tout ce qui se passe, disons, dans la seconde moitié du 19e siècle, est fait sous le second empire colonial français, d'une part, et la Troisième République. Cette forme de domination de la France qui ne veut pas laisser ce qu'il a trouvé en place héberger à sa place, qui ne veut pas que quelque chose soit en compétition avec son pouvoir, sa voix, sa domination. Il était obligé de trouver des stratégies de domination, des stratégies de gestion des indigènes, en quelque sorte. Des indigènes, voilà le mot. Donc, après avoir compris qu'en Algérie, il fallait créer une certaine confusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif, ils ont eu des résultats qui leur ont permis de transposer cela au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique noire. C'est pourquoi le fameux décret du 30 septembre 1887 est normalement ce qui chapeaute tout ce que, je n'aime pas le terme procès, parce que ce n'est pas un procès, parce que là, un procès sans magistrat, c'est pourquoi je dis la confusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. La France était une république, c'est pas pour rien que je l'ai dit. La France, au lieu d'exporter la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il ne l'a pas fait. Il a pensé qu'il était suffisant pour elle de venir nous administrer sur le plan de nos libertés individuelles, sur le plan de nos droits humains, de nous administrer avec simplement un pouvoir administratif. Un commandant de cercle était simplement le juge. Il jouait le rôle de magistrat. Les juges de paix, c'était les différents administrateurs. On les choisissait parmi les administrateurs. C'est étonnant. Donc, comment un régime politique, un régime administratif ou politique puisse faire la loi sur des personnes qui ont des droits. Cheikh Ahmadou Bamba, s'il était accusé, est-ce qu'il avait un avocat? Il ne l'avait pas. Il était arraché comme ça de sa famille. Est-ce qu'il pouvait pourvoir après le procès en cassation? C'est ça. Voilà une personne qui est là, qui est en train, je suis en train de jeter les jalons de l'injustice. De l'injustice. Parce qu'une injustice, elle continue tout le temps. Qu'on l'ait commencé dans la nuit des temps, elle restera toujours rétroactive. Et je crois que une personne qui n'a pas d'avocat,
Donc il ne peut pas faire de recours. Il ne peut pas pourvoir en cassation. Et la cassation n'existait pas ici au Sénégal. Il n'y avait pas une cour de cassation à l'époque. Donc il faut éviter le terme procès. Donc c'était un conseil privé. Le conseil privé était un organe qui est là, qui assistait le gouverneur du Sénégal et qui, quand il y a un récalcitrant, quelqu'un qui veut contrebalancer, disons, la domination française ou qui a une influence qui